La philosophie moderne, un parricide. Ludovic de Mallet. On peut considérer que dans la philosophie ancienne, la figure du père, qui représentait bien évidemment l'autorité, était d'une certaine manière intouchable. S'en prendre à la figure du père constituait une véritable hubris, c'est-à-dire une véritable démesure. Un certain nombre de mythes et de récits anciens vont dans ce sens. On peut évoquer par exemple la figure bien connue de Prométhée telle qu'elle est évoquée par Platon dans le Gorgias. On sait que pour réparer la faute de son frère, qui avait indûment distribué un certain nombre d'attributs aux différents êtres vivants, l'homme était arrivé en dernier. Et donc Prométhée, frère d'Épiméthée, s'était cru obligé de réparer la faute d'Épiméthée en volant le feu aux dieux. Il s'était donc révolté contre Zeus. Zeus, qui est parfois qualifié dans la mythologie de père, Zeu pater, Zeus pater. Et on sait d'ailleurs que si on s'appuie sur l'étymologie indo-européenne, eh bien Jupiter, le Jupiter des Romains, n'est autre en réalité qu'un autre nom que précisément Zeus pater. On sait bien évidemment que pour ce forfait, pour expier ce forfait, Prométhée fut puni, condamné à avoir le foie dévoré pour l'éternité par un vautour. Il fut attaché aux montagnes du Caucase. Et c'est bien la raison pour laquelle on considère, par contraste, puisque c'est ce que j'évoquerai ensuite, que la modernité consiste dans une sorte de révolte prométhéenne contre le divin. Les anciens avaient encore condamné la figure de l'hubris à travers le mythe bien célèbre également d'Icare et de Dédale. Donc, rappelons que Dédale était un ingénieur extrêmement doué, qui dans l'Antiquité donc avait construit un certain nombre d'inventions tout à fait extraordinaires. Platon disait que il avait fabriqué des statues tellement vivantes, tellement criantes de vérité qu'il fallait les attacher pour qu'elles ne se mettent pas à courir. C'est Dédale qui d'autre part donc avait construit le fameux labyrinthe du roi Minos dans lequel était enfermé le Minotaure. Ce pourquoi précisément, eh bien Minos de rage avait enfermé Dédale et Icare donc Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Mais Dédale, fort ingénieux, eh bien, se colla sur le dos des ailes avec de la cire, ainsi qu'à son fils Icare, en recommandant expressément à son fils de ne pas voler trop haut, puisque, croyait-on à l'époque, si on s'élevait trop haut dans le ciel et qu'on se rapprochait du soleil, eh bien, on risquait, bien sûr, de faire en sorte que la cire des ailes fondent. On ignorait que plus on s'élève vers le ciel, plus en réalité la température baisse. Mais c'est pas grave, le mythe ne s'embarrasse pas de ce genre de précision. Icare n'écoute pas son père, vole toujours plus haut, trop haut, se rapproche du soleil, grisé par son vol, eh bien, perd ses ailes, la cire ayant fondu, et Icare est précipité dans la mer qui désormais porte son nom, la mer Icarienne. Il a donc été puni par les dieux, lui aussi, de par son hubris. Il n'a pas écouté les recommandations de son père. Il s'est révolté contre les dieux. Voilà, donc, conclusion temporaire, la raison pour laquelle, donc, le philosophe Héraclite, notamment, peut dire la chose suivante, à savoir que, je le cite, la démesure, hubris, est un incendie. Bien évidemment, on trouve un petit peu la même recommandation dans la Bible, même si, bien sûr, nous n'avons pas affaire au même type de texte. Mais j'ai pas besoin ici de rappeler, bien évidemment, le récit originel du livre de la Genèse. Adam s'est révolté contre Dieu le Père, en tout cas celui qui sera qualifié de Dieu le Père dans le Nouveau Testament.
On sait bien sûr ce qui s'en est suivi, la chute, mais ce péché originel va être réactivé à chaque génération, puisque rappelons l'épisode du déluge et souvenons-nous également de l'épisode de Babel. Les hommes affirment « faisons-nous un nom ». Donc on voit bien ici que c'est toujours par orgueil, le mot hubris étant ici anachronique, mais c'est par orgueil donc que les hommes vont se révolter contre Dieu. En tout cas, la construction de la tour de Babel est interprétée par Dieu comme une manifestation d'orgueil. Bref, la leçon des anciens, de façon générale, est la suivante. À savoir que, précisément, il faut écouter les anciens. Et ici, on est bien évidemment aux antipodes de ce qu'on appelle aujourd'hui le jeunisme moderne. Il faut écouter ceux qui ont de l'expérience, les vieillards. Et je vous rappelle à ce sujet que le Sénat, qui est quand même l'assemblée la plus haute de la République romaine, puisque le titre officiel de la République romaine, si je ne m'abuse, est le suivant, à savoir Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. Bien donc cette institution qu'était le Sénat signifiait tout simplement l'assemblée des vieillards, des sénex, au singulier. Et pour être sénateur, il fallait être chef de famille, chef d'une gens, chef d'une famille célèbre, d'une famille noble, d'une famille patricienne. Il fallait donc être patricien, il fallait donc appartenir au patres, c'est-à-dire au père. Et qu'est-ce qui définissait un pater, un patricien? C'est qu'il était en même temps un patron, c'est-à-dire non pas un chef d'entreprise comme on l'entend actuellement, mais justement, en gros, un chef de clan, entouré d'une nombreuse clientèle, c'était le terme utilisé. On peut encore renvoyer au Sénat des Spartiates, qui se nommait la Gerousia. La Gerousia était composée précisément de Gérones, au singulier toujours, de Gérontes, c'est-à-dire littéralement de vieillards. Mais le mot vieillard ici n'était pas péjoratif, contrairement à ce que la connotation de ce terme aujourd'hui. Donc l'idée était la suivante, à savoir qu'on apprend qu'à l'écoute des anciens, en fait, des pères, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la République de Platon, les philosophes rois, donc ceux qui sont appelés à gouverner, ne deviendront véritablement philosophes qu'à partir de 40 ans. C'est-à-dire après une longue éducation d'une vingtaine d'années, éducation par laquelle ils auront pu prouver précisément leurs compétences. Et je vous rappelle que, précisément, à 40 ans dans l'Antiquité, on est déjà un vieillard. C'est aussi la raison pour laquelle, chez Platon, dans son utopie qui est à la fois communiste et aristocratique, si paradoxal que ça puisse paraître, tous les vieillards, c'est-à-dire tous les philosophes rois, en fait, sont appelés pères, puisque Platon prétend substituer la cité, la république, la politeia, à la famille. Et je vous rappelle également que Platon, dans cette utopie quelque peu totalitaire, la famille est supprimée. La famille est supprimée, ce qui fait que tous les jeunes gens d'une même génération se nomment frères et sœurs, et ils ont l'obligation de désigner ou de qualifier leurs aînés de père ou de mère. Alors, je dirais que la leçon à retenir pour ce qui concerne donc la période antique, de façon générale, c'est que l'homme est doté d'une nature. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que il est né, il est défini selon des limites, et qu'il ne doit en aucune manière sortir des limites à lui prescrites. Et on pourrait encore ajouter que, si vous voulez, la mentalité qui gouverne peut-être donc la sagesse ancienne est paradoxalement formulée par Descartes au XVIIe siècle, qui est pourtant l'un des premiers modernes.
Mais il est vrai que lorsque celui-ci dit la chose suivante, à savoir, ouvrez les guillemets, la formule est bien connue, se changer plutôt que de changer l'ordre du monde, il reprend ici une formule très classique et qui correspond bien, encore une fois, à cet idéal qu'on trouve par exemple dans le stoïcisme, mais également dans le christianisme, etc. Donc on pourrait encore dire que d'un point de vue plus psychologique, la fonction du père fondamentalement consiste à dire non à l'enfant, à lui dire qu'il n'est pas tout puissant et que en termes freudiens pourrait-on dire même que l'enfant doit acquérir progressivement mutilé au départ par le seul principe du plaisir, il doit donc acquérir le principe de réalité. Il doit faire l'épreuve même de ce que Freud appelait, ainsi que Lacan, l'épreuve donc du roc de la castration. On peut encore considérer que dans cette pensée ancienne, eh bien, je ne suis, moi qui ne suis que l'enfant d'un père qui m'a précédé, de multiples pères qui m'ont précédé, je ne suis qu'un successeur. Je ne suis que le résultat d'une longue tradition, d'une longue transmission. Et comme dit l'adage, de même que Rome ne s'est pas faite en un jour, eh bien l'individu ne se fait pas en un jour, et il ne se fait même pas en une vie, sa seule vie individuelle ne suffit pas. Il a été précédé par des siècles et des siècles de générations. Comme disait Auguste Comte, la civilisation est davantage constituée de morts que de vivants. Et on pourrait même renvoyer à Bernard de Chartres au Moyen-Âge, à travers cette célèbre formule, à savoir que nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Auguste Comte, de son côté, on le sait, a influencé Maurras, Charles Maurras, et je vous renvoie à ce propos aux premières pages de Mes idées politiques de Maurras, où celui-ci prend l'exemple bien connu du petit poussin qui à peine né se met à courir, tandis que l'homme, une fois né, il ne se met pas à courir et il lui faut de nombreuses années d'abord pour apprendre à marcher et ensuite même plusieurs décennies pour être à peu près autonome. Donc ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qu'est l'homme, ou une grande partie de ce qu'est l'homme, de ce qu'est chacun d'entre nous, eh bien en fait est le résultat d'une éducation. Alors ce qui ne évidemment supprime pas le libre arbitre, puisque nous sommes la seule espèce à être dotée d'un libre arbitre. Mais ce libre arbitre ne peut pleinement s'exprimer, ne peut pleinement s'actualiser, se réaliser, se parachever, que s'il est le fruit d'une véritable paideia, d'une véritable éducation. Je vous rappelle également que l'une des caractéristiques de la philosophie moderne, et surtout de la philosophie politique moderne, c'est précisément l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie. Or, Platon, dès l'Antiquité, ne s'y était pas trompé. La démocratie est sans doute une forme de négation du père, puisque, dans le livre 8 de la République, lorsqu'il décrit la succession des différents régimes politiques, eh bien, celui-ci en arrive à la démocratie, qui est, de mémoire, le 4e régime politique décrit dans cette succession. Le premier régime étant donc le meilleur, c'est-à-dire le régime aristocratique, le régime du philosophe roi préconisé par Platon, suivi du régime timocratique, le régime de l'honneur. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, dans la description de tous ces régimes. Ce régime timocratique ou timarchique dégénère en régime oligarchique, qui lui-même dégénère en démocratie. Et celle-ci, d'ailleurs, donnera lieu à peu près en son contraire, enfin débouchera sur son contraire, à savoir la tyrannie. Et donc, je vais lire ici un petit passage de la description de la démocratie dans le livre 8 de la République en 562b et suivant. Et ceux qui obéissent aux magistrats, la démocratie les bafoue et les traite d'hommes serviles et sans caractère. Par contre, elle loue et honore dans le privé comme en public les gouvernants qui ont l'air de gouverner,
et les gouvernés qui prennent l'air de gouvernants. N'est-il pas inévitable que dans une pareille cité, l'esprit de liberté s'étende à tous ? Qu'il pénètre, mon cher, dans l'intérieur des familles, et qu'à la fin l'anarchie gagne jusqu'aux animaux. Qu'entendons-nous par là ? Demanda-t-il. Que le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal, et à redouter ses enfants. Que le fils s'égale à son père, et n'a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu'il veut être libre. Voilà ce qui se produit, repris. J'ai aussi d'autres petits abus, tels que ceux-ci. Le maître craint ses disciples et les flatte. Les disciples font peu de cas des maîtres et des pédagogues. En général, les jeunes gens copient leurs aînés et luttent avec eux en parole et en action. Les vieillards, de leur côté, s'abaissent aux façons des jeunes gens et se montrent pleins d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse de peur de passer pour ennuyeuse et despotique. Etc. Fin de citation. Voilà donc une première caractéristique, encore une fois, de la pensée philosophique ancienne, même de la pensée en général dans l'Antiquité, consistait, donc je viens de le dire, à vénérer la figure du père en général. Pour ce qui concerne donc l'aspect plus politique de la question, on peut encore considérer que dans la philosophie classique, dans la philosophia perennis, c'est-à-dire donc cette philosophie, on va dire, qui gouverne le monde gréco-romain puis occidental de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, eh bien, le gouvernant, qui est la plupart du temps un roi, en tout cas au Moyen-Âge, ou ce qu'il est convenu d'appeler le Moyen-Âge, à tort d'ailleurs, eh bien donc ce gouvernant, ce roi, est fondamentalement conçu comme un père. Et ce père est lui-même conçu comme bienveillant. Alors je voudrais ici vous lire un petit passage encore cette fois de saint Thomas d'Aquin dans le De Regno. Voilà, donc dans le De Regno en 1.1, saint Thomas d'Aquin écrit la chose suivante. C'est pourquoi celui qui gouverne, regit en latin, une communauté parfaite, c'est-à-dire une cité ou une province, est appelé roi, rex, par antonomase. Celui qui gouverne une maison n'est pas appelé roi, mais père de famille. Cependant, il a, avec le roi, quelques similitudes, à cause de laquelle on appelle parfois les rois pères des peuples. On peut encore évoquer cette bienveillance de la figure royale avec Bossuet dans la politique tirée de l'Écriture sainte. Le gouvernement héréditaire est celui qui intéresse le plus à la conservation de l'État, les puissances qui le conduisent. Le prince qui travaille pour son État travaille pour ses enfants. Et l'amour qu'il a pour son royaume, confondu avec celui qu'il a pour sa famille, lui devient naturel. Bon, bref, petit commentaire, on le sait, les rois capétiens ont effectivement géré leur domaine royal depuis Capet, et ce jusqu'à la Révolution française non comprise, en bons pères de famille. Ils ont tâché d'accroître progressivement leur territoire, voulant effectivement léguer à leurs enfants un royaume en meilleur état que lorsqu'ils en avaient hérité entre guillemets, même si bien sûr la royauté n'était pas un héritage en tant que tel, mais enfin malgré tout, l'intérêt de la monarchie consiste précisément en ceci que, puisqu'il s'agit d'une affaire de famille, bien évidemment, le dirigeant est quand même intéressé à la bonne gestion de l'État, alors qu'évidemment, un gouvernant qui n'est là que pour 5 ans, eh bien, ne se sent pas particulièrement responsable, ni véritablement solidaire des effets ou des conséquences de sa propre politique à long terme. On sait que de façon très générale dans les sociétés indo-européennes, le roi est, ou le seigneur en tout cas, a pour fonction principale de donner du pain à ses sujets. De même que le père donne du pain à ses enfants, nourrit ses enfants. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est quand même l'une des demandes du Notre Père, à savoir de nous donner notre pain quotidien. Et bien donc de la même manière, le seigneur, le roi a le devoir
de nourrir ses enfants. Non pas bien évidemment qu'on ait affaire à un système économique socialiste, hein, mais on trouve quand même jusque dans la Révolution française cette idéologie royale, hein, une trace de cette idéologie royale dans la mesure où de mémoire dans les journées d'octobre, lorsque les femmes ou prétendues telles, puisque certaines sont en fait des hommes déguisés en femmes, enfin bref, lorsque donc ces femmes vont à Versailles pour ramener la famille royale à Paris, eh bien, il ou elle réclame précisément le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est quand même pas par hasard, hein. C'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin sont qualifiés de boulangers. Alors je vous renvoie à cet égard à l'étymologie, là encore, indo-européenne du mot anglais lord, le seigneur, en anglais, à l'origine en vieil anglais. Le mot lord vient d'un vieil anglais, donc la lord, littéralement, qui est apparenté au mot anglais loaf, L-O-A-F, qui signifie précisément le pain. Donc littéralement, le seigneur en anglais, le lord, c'est le nourricier, un peu comme précisément le roi. Alors, si j'ai insisté sur ce point, c'est que l'époque moderne va constituer précisément une rupture radicale, hein, eu égard à ces deux conceptions. La première conception que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir donc la condamnation de la démesure, de l'hubris, et puis ici donc la deuxième conception classique du roi père bienveillant. Alors la première rupture, bien évidemment, à l'époque moderne que l'on peut observer, hein, dans cette figure bienveillante du père, elle s'opère notamment avec le prince de Machiavel. Je ne vais pas trop approfondir, certains donc des autres orateurs de ce colloque ont déjà évoqué ce point. Je voudrais également évoquer la figure de Bodin au XVIe siècle, Jean Bodin, qui est l'auteur donc d'un ouvrage également intitulé La République, parce qu'on considère bien souvent que c'est avec Bodin qu'apparaît pour la première fois la figure moderne de la souveraineté. Avant la Renaissance, ou prétendue-t-elle, avant le XVe, XVIe siècle, les rois en Europe, et notamment le roi de France, donc, sont considérés comme des suzerains dans le système féodal. Alors, le système féodal n'admet pas véritablement la notion de souveraineté. Hein, il s'est constitué, je vous renvoie aux travaux de Funk-Brentano à cet égard, l'Ancien Régime. Il s'est constitué donc notamment au Xe siècle, hein, au 9e, 10e siècle, avec les invasions normandes qui avaient détruit donc le système carolingien. Et donc les paysans se sont regroupés autour des seigneurs qui étaient en mesure de les protéger en vertu du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ces mêmes seigneurs se sont eux-mêmes mis volontairement, du fait donc du serment de vassalité, sous la protection d'un seigneur plus puissant, et ainsi de suite. Tout ce système étant gouverné par le suzerain, donc au sommet, j'allais dire de la pyramide, le terme est peut-être mal choisi, peu importe, à savoir donc le roi de France. Mais on le sait bien, le roi de France, Hugues Capet, a infiniment moins de pouvoir que notre bien-aimé président de la République actuelle, à savoir Emmanuel Macron. Et même Saint-Louis a moins de pouvoir qu'Emmanuel Macron, on pourrait même dire que Louis XIV en a moins également. Il y a énormément de contre-pouvoirs sous l'Ancien Régime. Voilà, donc ce qui est intéressant avec le système de la suzeraineté, c'est que d'une part, je viens de le dire, on a affaire au principe de subsidiarité, et on a affaire également à un rapport personnel de vassal à suzerain. C'est-à-dire que à la mort de chaque suzerain et même de chaque vassal, eh bien les liens de vassalité doivent être réactualisés. Et il s'agit quasiment d'un lien filial. C'est la raison pour laquelle j'insiste ici sur cette notion de suzeraineté. Hein, le suzerain étant un peu l'équivalent d'un père pour son vassal. Puisqu'en retour de ce serment de vassalité, eh bien, en échange, en quelque sorte, hein, c'est un système de don et de contre-don, comme disait Marcel Mauss, en échange, donc, le suzerain donne à son vassal, ou confie plus exactement à son vassal, une terre précisément pour lui permettre de se nourrir. Donc,
À l'époque moderne, au contraire, donc apparaît, disais-je, cette figure nouvelle de la souveraineté. Donc le souverain, c'est pas un suzerain. Le mot souverain vient d'un terme bas latin superanus, et on entend dans superanus le mot super. Donc le souverain, c'est c'est le supérieur absolu. Mais on sait, cette figure de la souveraineté, en fait de l'État moderne, le mot État apparaît également à la fin du Moyen-Âge, en tout cas dans son sens politique actuel. Et bien donc cet État moderne, souverain, va se caractériser fondamentalement par son hypercentralisation. Alors on a coutume de dire, notamment dans les courants, dans les mouvements, dans les milieux royalistes, que la centralisation, ça vient des Jacobins, donc c'est la Révolution française, donc l'ancien régime, prétendument, serait totalement indemne de toute accusation de ce genre. En fait, les choses sont sans doute beaucoup plus compliquées, surtout si on s'appuie sur l'étude de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, puisque celui-ci a bien montré que depuis au moins Philippe le Bel, donc depuis le XIVe siècle, eh bien en fait l'État capétien n'a eu de cesse que d'essayer précisément d'accentuer toujours davantage cette centralisation, de façon, encore une fois, à accroître toujours son pouvoir. Et donc quelqu'un comme Bodin au XVIe siècle, en fait, théorise en quelque sorte les plus profondes aspirations des rois capétiens. Et on peut encore considérer, enfin en tout cas ici je m'appuierai sur les travaux de mon maître Claude Paulin, feu Claude Paulin, qui a beaucoup insisté sur ce thème, à savoir donc que mon père spirituel d'ailleurs justement, Paulin, l'un de mes pères spirituels, à savoir donc que finalement Louis XIV, alors qui n'a jamais dit l'État c'est moi, mais enfin il n'empêche qu'il a sans doute pensé, Louis XIV, eh bien, en accentuant cette centralisation, donc à travers notamment la figure de l'intendant, etc. Eh bien donc Louis XIV, d'une certaine manière, n'a fait que scier la branche sur laquelle il était assise, sur laquelle il était assis, puisque il a suffi ensuite, un siècle plus tard, sous la Révolution, que le roi fût décapité, si vous me permettez cette expression, pour que l'État demeure. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Louis XIV à l'article de la mort. Il dit « Je meurs, mais l'État demeurera toujours ». Oui, précisément. Donc, il est mort. Bon, certes, Louis XV lui a succédé, puis Louis XVI, mais lorsque Louis XVI est mort, eh bien, l'État a demeuré toujours jusqu'à aujourd'hui, puisque l'État français actuel n'est que la continuation du même État depuis au moins Capet, voire plus loin. Je ne vais pas entrer dans ces débats fort complexes. Voilà, donc émerge cette figure, encore une fois, de l'État souverain impersonnel et qui deviendra jacobin à partir de la Révolution française. Mais en même temps, comme dit Tocqueville, les jacobins, en fait, n'en déplaise à Maurras, les jacobins n'ont fait que parachever l'œuvre des rois. Et ils ont fait ce que jamais aucun roi peut-être n'aurait rêvé dans ses rêves les plus fous. Et donc, eh bien, tout cela va déboucher à travers aussi, il faut bien le dire, l'influence d'un Hobbes, l'influence d'un Pascal. Tout cela va déboucher sur notre État actuel, qui est un État totalement impersonnel, désincarné, bureaucratique. L'État qui est, comme le dit Nietzsche, ce monstre froid, le plus froid de tous les monstres froids. Et donc désormais, lorsque je veux avoir affaire à l'État, si j'appelle une administration et que je tombe sur un répondeur anonyme, eh bien, je n'ai plus une personne vers laquelle je pourrais me tourner. L'État est désormais un léviathan, selon la célèbre expression de Hobbes, c'est-à-dire qu'il doit être aussi effrayant et diabolique que ce monstre diabolique, qu'est le léviathan. Alors en fait, tout cela montre la rupture de l'époque moderne. À l'époque moderne, avec Pascal également, à la fin du XVIIe siècle, on voit que la royauté n'est plus le meilleur régime politique, comme c'était le cas chez saint Thomas d'Aquin et comme c'est encore le cas chez Bossuet. Non, la royauté est le moins mauvais régime politique chez Pascal. C'est un pis-aller, en quelque sorte. Alors tout cela s'inscrit aussi bien sûr dans le pessimisme, le scepticisme et le jansénisme de Pascal. Mais, dit Pascal, bon, certes, il est absurde de donner le pouvoir au fils aîné de la reine, mais
Au moins, dit Pascal, c'est incontestable que c'est lui le fils aîné en vertu de la loi salique. Eh bien, nous voilà en paix par ce moyen, dit Pascal. Or, la guerre civile est le plus grand des maux, dit-il. Alors, à travers ce basculement de la suzeraineté vers la souveraineté, comme je viens de l'expliquer, s'opère en même temps un autre basculement parallèle, pour la raison pour laquelle j'en parle ici, c'est à dire le basculement d'une certaine patrie à une autre. Et je vais évidemment insister sur le mot patrie, puisque quand on parle du père, c'est assez compliqué évidemment en philosophie politique de ne pas évoquer la notion de patria. La patria n'étant bien évidemment autre chose que la terre des patresses, des pères. Alors quand j'ai évoqué ici deux patries, eh bien vous l'aurez compris, je pensais bien évidemment au célèbre essai de l'historien Jean de Vigry. La patrie au sens ancien, c'est précisément, je viens de le dire, la terre des pères. Donc la patrie au sens ancien, c'est la terre des pères, et bon, n'y allons pas par quatre chemins, la patrie au sens moderne, la patrie des patriotes de la Révolution française, qui sont des révolutionnaires en fait, les patriotes, puisque je vous rappelle qu'ils sont notamment surnommés de façon sarcastique par les Vendéens, les révolutionnaires sont nommés les patos, les patriotes. Donc la patrie au sens révolutionnaire, c'est la patrie républicaine, c'est-à-dire en fait un État, là encore désincarné, un État possiblement virtuellement universel, potentiellement universel. Donc un État, une patrie, pardon, qui n'est plus ancrée dans un terroir charnel, mais il s'agit d'une république donc qui s'adresse à tous les hommes, et comme dit Joseph de Maistre très justement dans ses considérations sur la France, eh bien j'ai déjà vu des personnes dans ma vie, des Russes, des Italiens, etc. Mais ce qu'est l'homme en général, je ne le sais pas. Et donc le vice fondamental de cette patrie révolutionnaire, c'est que précisément il s'agit de la patrie d'aucun peuple en réalité, d'aucun peuple réel. Allons enfants de la patrie, ce chant de guerre qui est devenu notre hymne national, ou du moins l'hymne républicain, exalte une patrie qui au départ n'existe pas. Et vous le savez précisément, la patrie, vive la nation, bon, les deux termes sont pas identiques, mais enfin quand même, vive la nation, c'est un slogan, un cri de ralliement des révolutionnaires qui a été essentiellement exalté pour remplacer évidemment le célèbre cri vive le roi. Donc la nation a remplacé le roi. Et donc, on peut dire que l'homme moderne est orphelin. Il n'a plus de père. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Renan ou Taine qui disait au XIXe siècle que l'homme moderne naît orphelin et meurt célibataire. Bref, nous sommes tous sans famille. Nous sommes tous des orphelins, nous n'avons plus de père. Notre père, le roi, a été décapité le 21 janvier 1793. Et donc depuis, eh bien, l'homme moderne se cherche peut-être des pères de substitution. Alors c'est peut-être d'une certaine manière ce que dit Freud, même s'il faut là encore évoquer ce psychanalyste avec précaution. Dans l'avenir d'une illusion, il nous dit que il prétend, dans l'avenir d'une illusion, Freud prétend donc expliquer l'origine du sentiment religieux par le fait que les premières divinités, en quelque sorte, que le nouveau-né rencontre dans son existence sont d'abord évidemment cette déesse mère qu'est pour chacun d'entre nous notre maman, et puis ce Dieu le Père qu'est pour chacun d'entre nous notre propre père. Et lorsque donc l'enfant grandit et que, comme je vous disais tout à l'heure, il acquiert progressivement un tant soit peu le principe de réalité, eh bien ce deuil, il doit faire le deuil de ses deux parents d'une certaine manière, mais bien évidemment il restera là encore orphelin à l'âge adulte, et il se cherchera, dit Freud, des pères absolus de substitution. Et ces pères absolus, et ces mères absolues d'ailleurs, également, seront les dieux qu'il adorera. Donc précisément Dieu le Père, Zeus Pater, je les évoquais tout à l'heure, Jupiter, etc. Alors évidemment, on pourrait dire, d'un point de vue catholique, il s'agit là évidemment d'une inversion, puisque ne faudrait-il pas considérer au contraire que
le père humain que nous sommes, que nous avons tous eu, eh bien donc le père humain tire au contraire sa paternité, son autorité de Dieu, et non l'inverse. Bon, autre problème chez Freud, ne doit-on pas considérer qu'on a affaire chez Freud à une image totalement salie du père, hein? Si on pense au complexe d'Oedipe, je rappelle que chez Freud, selon Freud, donc l'enfant aurait, le garçon, enfin la petite fille, aurait un désir incestueux pour son père, et inversement, donc le petit garçon éprouverait un désir incestueux pour sa mère. Alors sans vouloir faire la mauvaise langue ou trop psychologiser ou subjectiviser la pensée de Freud, mais enfin quand même, certains spécialistes se demandent, par exemple Jacques Benesto dans Mensonges freudiens, se demandent si en fait Freud n'aurait pas lui-même été tenté, inconsciemment, de justifier des viols commis par son propre père sur la personne du frère de Sigmund. Et peut-être sur la personne de Sigmund lui-même. Bon, je voudrais encore évoquer une deuxième rupture radicale. Alors, cette deuxième rupture radicale renvoie au premier point que j'avais évoqué tout à l'heure en évoquant donc la philosophie ancienne. L'époque moderne n'est plus dans une attitude de contemplation à l'égard de la nature. Hein. La science moderne, notamment, ici je m'appuie sur les travaux de Heidegger, la science moderne n'est plus dans une attitude de théoria, donc de contemplation. Elle n'essaie plus de naturam sequi, de suivre la nature, comme disait Sénèque. Au contraire, la science moderne est dans une attitude d'agressivité à l'égard du monde extérieur. Alors c'est ce que Heidegger a appelé en allemand le Gestell, ce que certains ont traduit par l'arraisonnement, le terme n'est pas mal choisi, c'est-à-dire que par la raison, je crois pas que c'est avec Descartes qu'émerge le rationalisme moderne, par la raison donc l'homme moderne, qui est dans une forme ici de révolte contre le monde entier, eh bien ne cherche plus à se conformer à l'ordre des choses, mais au contraire donc, selon la célèbre formule de Descartes, eh bien donc l'homme moderne essaie de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Je vous rappelle que Descartes, qui pourtant avait fait ses études au collège chez les bons pères, chez les bons pères jésuites, au collège de la Flèche, eh bien Descartes prétend au début du discours de la méthode pratiquer son fameux doute méthodique, par lequel, quelque peu oublieux et ingrat à l'égard de ses professeurs, Descartes donc prétend faire table rase de toutes ses connaissances. Et il en arrive même à poser cette question totalement folle quand on y pense bien, le monde existe-t-il ? Le monde qui m'entoure existe-t-il ? Alors certes, cette question va le conduire ensuite à reconstruire l'hypothèse de l'existence du monde extérieur. Enfin bon, Descartes est ici un peu comme un pompier pyromane, il reconstruit après avoir tout détruit. Et donc, alors, quel est le rapport avec le père ? Ce sont toutes nos certitudes, toutes les choses que nous avons apprises depuis notre plus tendre enfance. Je vous rappelle, encore une fois, Bernard de Chartres, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Tout cela doit être éliminé. Donc nous devons faire table rase de tout ce que nos bons pères biologiques, pères spirituels, pères intellectuels, pères religieux, pourquoi pas, etc. Nous devons faire table rase de tout ce que ces pères nous ont enseigné. Je vous rappelle d'ailleurs également que Renan, donc l'auteur d'un Jésus qui a été mis à l'index au XIXe siècle, donc Renan a été séminariste et a perdu la foi au séminaire. Alors comment a-t-il perdu la foi ? Parce que au séminaire, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, on enseignait Descartes en théologie. Enfin, en tout cas, dans les études de philosophie de tout séminariste de l'époque. Ce qui en dit long quand même sur cette faculté donc qu'a Descartes finalement de détruire toutes nos certitudes originelles. Cela dit, avant Descartes, je voudrais évoquer la figure moins connue, en France en tout cas, de Pic de la Mirandole.
Pico della Mirandola, qui est un philosophe italien donc de la Renaissance, dans la mesure où déjà chez ce kabbaliste chrétien, eh bien, on trouve cette thématique selon laquelle l'homme n'a pas de nature. Je vais vous lire un passage du discours de la dignité humaine de Pic de la Mirandole, où celui-ci réécrit de manière parfaitement hérétique d'ailleurs, réécrit le texte de la Genèse, puisque Pic invente un discours qu'aurait prétendument adressé Dieu, appelé ici le grand artisan, Dieu à Adam dès sa création. Bon, bien évidemment, appeler Dieu le grand artisan n'est pas anodin. Je pense que vous voyez ici toute la dimension prémaçonnique de ce kabbaliste chrétien. Pensez au grand architecte de l'univers ou encore au grand horloger de Voltaire. Alors, on y va. Discours sur la dignité de l'homme, 1486. Texte qui a été considéré comme hérétique d'ailleurs par le pape Innocent VIII. Le grand artisan décida enfin que celui à qui il ne pouvait rien lui donner en propre aurait en commun tout ce qui avait appartenu en particulier à chacun. Aussi il reçut l'homme comme l'œuvre d'une image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde lui parla ainsi. « Je ne t'ai donné ni une place définie, ni une apparence propre, ni aucun rôle particulier, ô Adam, afin que tu prennes et possèdes la place, l'apparence, et les rôles que tu auras souhaités toi-même, par vœu et par ton propre avis. Tous les autres êtres ont une nature définie, contenue à l'intérieur de lois par moi prescrites. Toi qui n'es enfermé dans aucun chemin étroit, tu te définiras ta nature en fonction de ton bon vouloir. En les mains duquel je t'ai placé, je t'ai mis au milieu du monde afin que de là tu regardes plus commodément autour de toi tout ce qui est dans le monde. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, afin que comme si tu étais ton propre juge et digne de te juger, peintre et sculpteur, tu façonnes toi-même ta forme. Tu peux descendre jusqu'au niveau de la bête et tu peux t'élever jusqu'à devenir un être divin. En venant au monde, les animaux ont tout ce qu'ils doivent avoir, mais les esprits d'un ordre supérieur sont dès le principe, ou du moins bientôt après leur formation, ce qu'ils doivent être et rester dans l'éternité. Toi seul tu peux grandir et te développer comme tu le veux. Tu as en toi les germes de la vie sous toutes les formes. Alors on peut penser, ce texte moi me fait vraiment penser par exemple à cette phrase d'Edmund Burke, philosophe et homme politique britannique, irlandais de la fin du XVIIIe, qui était à la fois libéral et contre-révolutionnaire, et donc en bon libéral qu'il se respecte, Burke a pu dire un jour, je le cite, que la nature de l'homme consiste pour lui essentiellement à s'inventer sa propre nature. Et bien évidemment, c'est tout le projet existentialiste de Sartre qui est contenu là-dedans, et plus largement, on peut donc considérer assez clairement que ce qui caractérise la modernité, c'est une révolte contre toute forme d'autorité, toute forme de tradition, toute forme de père. Rousseau ne dit pas autre chose au XVIIIe siècle. Nul avant moi n'a réellement montré les fondements de la vie politique, d'une vie politique digne de ce nom. Puisque sa question fondamentale, donc au livre 1er, chapitre 6 du contrat social est la suivante. Comment rester libre, tout en me soumettant à la loi? La solution proposée par le contrat social à cette question est la suivante, c'est la démocratie, à savoir que je me donne à moi-même ma propre loi. Et donc si je me donne à moi-même ma propre loi, si je contribue à la création de la loi, alors lorsque je me soumets à la loi, je ne me soumets qu'à moi-même. Et ceci est tout à fait justifiable si l'on pense au fameux texte de l'Émile au livre 4, où Rousseau, s'interpellant lui-même, parle de conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal, auguste et céleste voix. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
On sait que cette conception de la morale rousseauiste a également influencé la notion kantienne d'autonomie. Alors certes, chez Kant, la loi morale doit être vécue en esprit. Certes, il ne faut pas être pharisien, nous dit Kant. Mais ce qui fonde essentiellement l'autonomie chez Kant, l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire le fait que je me donne à moi-même la loi morale, c'est que précisément Kant refuse radicalement toute forme d'hétéronomie. C'est-à-dire toute forme de loi morale, nomos, qui viendrait d'un autre, hétéros. La loi morale est en moi, c'est un factum, un fait de la raison pratique. Voilà, et donc dans ces conditions, on peut comprendre bien évidemment que le maître mot en fait de la philosophie politique moderne soit le libéralisme. Liberté, liberté chérie, dit notre hymne national. La liberté est la valeur la plus haute de notre civilisation actuelle. Et donc, pour remplacer la figure du père que nous avons tué, le 21 janvier 1793, dans une sorte de sacrifice humain, de sacrifice primordial, tant dénoncé par René Girard, eh bien, pour remplacer ce roi, nous devons désormais diviser le pouvoir. Alors, ce qui renvoie bien évidemment à la fameuse notion de séparation des pouvoirs chez Montesquieu. Lord Acton, un historien et philosophe anglais libéral, et homme politique d'ailleurs, donc anglais du 19e siècle, disait que le pouvoir corrompt et que, par conséquent, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, puisque le pouvoir est désormais conçu depuis Hobbes, on l'a vu, etc., depuis Machiavel, comme fondamentalement mauvais, eh bien, empêchons ce pouvoir d'abuser, divisons-le contre lui-même. Vous savez, vous connaissez la phrase du Christ concernant tout royaume divisé contre lui-même. Tout royaume divisé contre lui-même est conduit immanquablement à disparaître, je cite librement. Et je voudrais donc terminer cette intervention en évoquant encore, cette fois au XXe siècle et non plus au XIXe siècle, le freudo-marxisme. Alors me direz-vous, mais quel est le rapport entre le freudo-marxisme et le libéralisme ? Le rapport, c'est qu'en fait, Marx, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au moins dans son jeune âge, est encore un penseur libéral. Puisque en tant que se réclamant lui-même de l'héritage révolutionnaire, de l'héritage de la Révolution française, eh bien, il considère la liberté comme l'une des valeurs les plus hautes qui soit. Certes, il insistera par la suite davantage sur l'égalité. Certes, sa pensée économique sera antilibérale. Mais son communisme, donc, ou son socialisme social et économique, finalement, est lui-même au service d'un libéralisme plus large, c'est-à-dire un libéralisme philosophique, c'est-à-dire un projet qui consiste à libérer l'homme, à le désaliéner. La notion d'aliénation est centrale dans la pensée de Marx. Je pense que la vérité du marxisme se révèle précisément, non pas dans l'Union soviétique, qui, j'ai besoin de le préciser, n'est pas du tout un régime de liberté, c'est évident, c'est un régime de Mirador. Mais donc, à mon avis, la vérité du marxisme, c'est précisément le freudo-marxisme. Horkheimer, Adorno, etc. Et à la fin du XXe siècle, des gens comme Marcuse, Herbert Marcuse ou Wilhelm Reich. Alors, pourquoi ? Parce que, ils ont essayé de montrer que, selon eux, existerait une collusion entre l'oppression politique des masses d'une part et l'oppression sexuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, selon eux, la classe dominante, c'est-à-dire la bourgeoisie, pour asseoir sa domination, aurait, depuis fort longtemps, voire depuis toujours, promu une morale sexuelle répressive,
de façon à canaliser la pulsion de vie qui est en nous, la libido, la canaliser vers autre chose que sa finalité première, la sexualité. Et donc la canaliser vers quoi? Vers le travail. Donc, en gros, pour les freudo-marxistes, plus vous opprimez, plus vous comprimez la libido, plus vous conduisez le travailleur, le prolétaire, à travailler. Ce qui, évidemment, est très bon pour le porte-monnaie du bourgeois. Et donc, la vraie révolution, pour ces freudo-marxistes, ne consistera pas seulement ou pas essentiellement dans une révolution sociale, dans une révolution économique, mais consistera dans une révolution sexuelle. Libérons la libido, et de cette manière, en libérant la libido, eh bien, nous libérerons les forces révolutionnaires. Alors bon, tout cela va donner, bien évidemment, tous ces mouvements 68 arts, et tous ces slogans bien connus, faites l'amour, pas la guerre, il est interdit d'interdire, etc. Et donc tout cela a conduit à ce que, alors un marxiste cette fois, certes, a dénoncé, à savoir ce que Michel Kluskar donc a appelé le libéralisme libertaire, qui va conduire à une apologie de la société de consommation. Certes, les 68 arts, où la plupart d'entre eux étaient pour beaucoup, maoïstes, trotskistes, s'opposer à la société de consommation, etc. Mais en fait, si on voit ce qu'ils sont devenus à la génération suivante, ou plutôt ce que les mêmes sont devenus dans leur vieux jours, les Cohn-Bendit, les Glucksmann et ainsi de suite, eh bien, on voit qu'en fait, ils sont devenus les meilleurs zélateurs de la société de consommation, du système capitaliste libéral, de l'impérialisme américain et même, peut-on dire, de l'impérialisme Coca-Cola. Où l'on voit donc encore une fois que en réalité donc ce gauchisme n'est malgré ses apparences généreuses, etc., n'est en fait que le bras armé du grand capital, pour s'exprimer en termes quelque peu marxistes. Mais ce qui veut dire encore que, en réalité, le marxisme, notamment sous l'influence de Gramsci, l'italien Gramsci, eh bien, a changé de stratégie et donc a choisi désormais d'investir le domaine culturel, sociétal, comme on dit aujourd'hui, de façon à transformer beaucoup plus en profondeur l'homme par les mentalités que par le social. Et c'est la raison pour laquelle la gauche, entre guillemets, aujourd'hui a abandonné le terrain social au profit du domaine strictement sociétal, entre guillemets. Voilà, et tout cela s'est fait donc au détriment du bien commun, tout cela s'est fait au détriment de la société, tout cela s'est fait au détriment de cette famille élargie, ou plutôt de cette famille de familles qu'est la société. Et donc l'on voit à quoi nous sommes conduits lorsque le père disparaît. Comme je disais tout à l'heure, nous n'avons plus un père bienveillant au-dessus de nous, nous n'avons plus Dieu le Père, enfin je veux dire par là, nos sociétés athées et sécularisées et déchristianisées n'ont plus Dieu le Père comme référent, et non plus le lieutenant de Dieu dans le royaume qu'était le roi de France. Et donc, dans ces conditions, on voit dans quelle direction aberrante un canard sans tête court, lorsque précisément il vient juste d'être décapité. Nous avons été conduits à l'issue de ce parcours à observer finalement l'émergence du fait de ces adolescents attardés que sont les modernes. Nous sommes donc arrivés, à l'émergence de deux figures monstrueuses que sont à la fois l'État totalitaire, centralisateur, le Léviathan despotique que nous connaissons aujourd'hui, l'État jacobin, et à la fois, en parallèle, le libéral libertaire, consommateur libidineux, ado attardé, que
que nous connaissons aujourd'hui, et qui est le règne de l'enfant roi. Je vous remercie.